Hervé Berville, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Vous êtes secrétaire d'État à la mer, vous êtes aussi parlementaire, vous avez été élu 2 fois dans les Côtes d'Armor. Voilà, David ira peut-être passer ses vacances là-bas. La belle Bretagne. Aujourd'hui, c'est la grève, 250 manifestations en France contre la réforme des retraites. La loi est promulguée depuis 2 mois et la colère ne retombe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour certains, cette réforme est une réforme qu'ils contestent depuis un certain nombre de mois. Et puis, il y a dans un certain nombre de mouvements politiques, au fond, une forme de duplicité ou la volonté d'instrumentaliser cette réforme pour ne pas parler du fond et pour ne pas parler des autres sujets. Juste pour bloquer l'action gouvernementale. Évidemment, ils sont dans une opposition, dans une stratégie d'obstruction systématique qui vise à ne pas parler des vrais sujets qui désormais intéressent nos concitoyens, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit encore le logement. Et je crois que dans la vie politique, dans l'histoire politique, on l'a vu, il y a des moments, bien évidemment, où on peut contester, on peut manifester. À partir du moment où la démocratie a parlé, à partir du moment où il y a eu un vote, à partir du moment où, je crois, après une longue phase de consultation, une longue phase de débat, eh bien, la réforme a été votée. Il faut être en capacité de se projeter vers aussi d'autres défis et d'autres urgences, parce que le monde continue de tourner. Alors justement, il y a eu un vote. Bon, c'est passé par 49.3, même si la motion de censure a servi un peu de vote. D'autres disent, mais allez au vote. Il y a la proposition de loi Lyotte jeudi, pour revenir à 62 ans. Allez au vote plutôt que de l'arrêter par l'article 40. Et puis si vous gagnez, alors là, la réforme sera légitime. Mais je crois qu'il y a eu un vote en commission des affaires sociales, un vote qui a été clair 38 sur contre 34. Le fait qu'il y avait l'abrogation de cet article premier. Et donc, il ne m'appartient pas en tant que membre du gouvernement, même si j'ai été parlementaire et que je suis ça bien évidemment quotidiennement, mais je crois que nos concitoyens, vous savez, j'étais encore dans ma circonscription récemment, ce qu'ils attendent de nous, c'est de répondre aux grandes urgences, aux grands défis climatiques. On parlera tout à l'heure aussi des enjeux maritimes qui sont importants. Dossier. Vous voyez, le président de la République était au G7, était en Moldavie pour évoquer ces sujets, comment on arrive à faire face à la guerre en Ukraine, comment on lutte contre l'inflation, le coût du logement. Enfin bref, ce sont des sujets, je crois, qui doivent nous occuper pleinement et entièrement. Et je crois que les maires, nos concitoyens, les collectivités locales, nos fonctionnaires, les entreprises de notre pays attendent des responsables politiques qui ils travaillent ardemment sur cette question-là. Vous parlez de vos déplacements, vous vous déplacez beaucoup. C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 1 mois ou 2 mois. Il y a eu quelques casserolades sur votre chemin ? Oui, il faut reconnaître que la tension a quand même diminué parce que je crois que aussi nos concitoyens se rendent compte que ce qui est la feuille de route du gouvernement sur toutes les urgences est mise en œuvre et que le pays continue d'avancer, que le gouvernement continue de travailler et que les parlementaires, sur d'autres textes d'ailleurs, continuent d'avancer. C'est possible, c'est possible d'avancer malgré les blocages parlementaires, l'absence de majorité, on peut travailler. Mais bien sûr, moi je continue à travailler. Vous voyez, j'ai abordé avec le Parlement la question de la lutte contre le dumping social dans le transport maritime. Nous travaillons aussi sur des mesures pour décarboner aussi le secteur maritime. Il y a des majorités possibles si vous faites des textes de loi. Il y a des majorités qui sont souhaitables, qui sont désirables, qui sont possibles, et nous avançons loin parfois des caricatures et du tumulte médiatique. Et loin des rumeurs de remaniement qui souvent empoisonnent la vie des ministres. Ah oui, ça fait partie du lot quotidien. Vous prenez ça avec une nomination, et donc c'est aussi la beauté de la vie gouvernementale ou de la vie politique. Moi, ce que je souhaitais ici vous dire, c'est que au fond, les défis qui sont devant nous demandent vraiment de regarder la situation du pays avec beaucoup de lucidité, de vérité. C'est ce qu'on nous a fait sur la réforme des retraites. C'est ce que nous faisons sur les finances publiques, en disant que nous devons sortir de quoi qu'il en coûte, que nous devons avoir un esprit de responsabilité. Au risque de l'impopularité. Oui, mais vous savez, si vous gouvernez simplement pour la popularité, il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas. Et je crois que la responsabilité qui est la nôtre quand vous êtes au gouvernement, c'est de préparer le pays aux générations futures, et c'est surtout de faire en sorte que notre pays, sur le plan financier, sur le plan climatique, sur le plan social, soit solide, soit raffermi, soit renforcé. Et c'est ce que mène le président de la République, Emmanuel Macron, et c'est ce que mène avec beaucoup de vigueur la première ministre Elisabeth Borne. Alors parlons de vos dossiers. Jeudi, ça sera aussi la journée mondiale des océans. À quoi cela sert-il de faire une journée mondiale des océans ? Premièrement, ça sert à sensibiliser tout le monde
à la nécessité de protéger nos océans. Vous savez, les océans, c'est un formidable régulateur du climat. Et nous avons besoin des océans pour lutter contre le changement climatique. Ensuite, c'est de donner à voir aussi la fragilité et la diversité de ce qui se trouve au fond des océans, dans nos océans. Et puis, c'est de dire aussi toutes les actions que nous souhaitons faire pour protéger les océans, parce que souvent l'océan se résume à ces quelques heures, ces quelques jours que nous passons quand nous sommes à la plage en vacances, et nous avons une nécessité de protéger. C'est la mission qui est la mienne, en luttant par exemple contre l'exploitation minière des fonds marins, qui serait une catastrophe écologique, et la France est le premier pays à prôner une position très ferme sur l'interdiction totale aujourd'hui et demain de l'exploitation minière des fonds marins. Et puis c'est aussi sur le secteur de l'économie maritime, d'avoir une économie maritime qui est décarbonée, avec la transition énergétique des ports, avec la planification en mer, avec notamment les énergies marines renouvelables, qui nous permettra de réduire notre dépendance au gaz russe, de réduire notre dépendance. C'est des décennies de chantier, ça. Oui, mais c'est passionnant, et c'est le rôle du politique, c'est aussi d'être en capacité de planifier sur les prochaines décennies. Et puis, protéger les océans, c'est aussi lutter contre toutes les formes de pollution. Vous voyez bien qu'il y a des nombreuses pollutions, notamment sur le plastique. Le plastique, exactement. Il y a un traité qui est en cours de négociation. C'est protéger aussi la haute mer, avec pour la première fois un traité qui a été négocié sur lequel on s'est mis d'accord en février aux Nations Unies. Ça faisait 20 ans qu'il y avait une négociation. C'est la France et le président de la République qui ont souhaité relancer cette négociation, et nous avons pour la première fois un traité qui protège la haute mer et qui permet de faire de cette zone, qui représente 50% des océans, désormais une zone qui a des droits, une zone qui est régulée. Et donc c'est la France qui accueillera à Nice la conférence des Nations Unies dans 2 ans. Là aussi, ça sera pour faire avancer ces dossiers-là. On veut être leader maritime, nous, la France. Bien évidemment, parce que nous avons le second espace maritime au monde, et donc ça nous confère des responsabilités. Nous avons un domaine maritime qui va de la Polynésie à la Guyane, en passant par la Réunion, la Bretagne, pour ne citer qu'une des magnifiques régions. Et nous voyons bien que sur l'enjeu de renforcer les aires marines protégées, sur l'enjeu de protéger la biodiversité marine, nous ne connaissons par exemple, mon cher Christophe, que 3% des grands fonds marins. 3%. À peine 50% des espèces qui se trouveraient à plus de 4000 mètres sont connues. Identifiées. Nous connaissons plus la Lune que les grands fonds marins. Et donc, vous voyez, il faut aussi reprendre le fil de l'exploration sous-marine. Et j'étais la semaine dernière dans le Var, où j'ai pu voir notamment le Nautilus, ce sous-marin habité. Simplement, 4 pays ont la capacité de descendre à 4000 mètres de fond avec un sous-marin habité. Dans la France. Et donc, nous allons reprendre aussi ce fil de l'exploration sous-marine, avec notamment un programme de 350 millions d'euros dans le cadre de France 2030 pour cette exploration, la recherche et la connaissance des grands fonds marins. Vous avez vu aussi sur cette côte d'Azur le projet d'île géante flottante, hein, ça se développe à travers le monde, ce Canua Island. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Honnêtement, si vous regardez les choses en face, vous ne pouvez pas considérer que ce type de projet est compatible avec le renforcement de la protection de nos océans et de la biodiversité. Même flottant, même démontable, c'est une menace. C'est une artificialisation de l'espace maritime, et nous luttons contre cette artificialisation. On l'a laissé faire à Monaco, il faut gagner des mètres carrés constructibles sur la mer. Je vous dis qu'avec les différentes évolutions législatives, notamment le texte qui permet l'accélération des énergies renouvelables, ce type de projet n'est plus possible. Et donc, ce qui était peut-être envisageable en 2017, l'est beaucoup moins en 2022, parce qu'on a pris conscience de la canicule, on a pris conscience de l'accélération des sécheresses, on a pris conscience de tous ces facteurs. Bref, que le dérèglement climatique, il est là, et que nous devons tout faire pour faire en sorte, eh bien, de réduire l'impact de nos activités sur nos océans. On mettra des hydroliennes quand même dans la mer. On y arrivera technologiquement, c'est lourd, c'est cher. En tout cas, c'est l'une des ambitions, et je crois que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'ambition, c'est d'arriver à déployer toutes les formes de technologies qui permettront d'accélérer cette autonomie stratégique, notamment en matière énergétique. Et la semaine dernière, quand je me suis rendu dans une entreprise qui est passionnante, Océanide, ils nous ont montré aussi tout un tas de technologies développées, déployées par des TPE, PME françaises. Et donc, ce que vous mentionnez là fera partie aussi de la stratégie de souveraineté énergétique, c'est une évidence. Hier, France 2 diffusait la série Abyss, série à gros budget européen, où on voit les monstres marins se révolter contre les hommes et attaquer les bateaux. Cette écologie un peu apocalyptique, ça peut aider à prendre conscience ?
ça fait partie de l'imaginaire, ça fait partie de la manière d'appréhender les enjeux. Je suis pas sûr totalement, et je mets de côté bien évidemment la fiction, et parce que la création est toujours utile pour susciter du débat, pour nous interroger. Je crois qu'il faut avoir une vision lucide, positive et surtout déterminée de l'action écologique, et c'est ce que moi je fais au quotidien, c'est de dire nous avons des enjeux devant nous, mais nous pouvons y arriver. Ce traité sur la protection de la haute mer, ça faisait 15 ans qu'il était ensablé, si vous passez l'expression. Et donc, je me suis rendu par 3 fois à New York à la demande du président de la République pour justement trouver des coalitions et faire en sorte que nous votions, malgré le contexte géopolitique très compliqué, notamment avec la Russie, notamment avec un certain nombre de pays qui ne souhaitaient pas cette protection de la haute mer. Donc vous voyez, c'est possible, c'est souhaitable, mais pour ça, il faut de la volonté. Pour ça, il faut aussi accepter de parler avec des gens avec lesquels, a priori, on ne parlerait pas. Et je crois que c'est tout l'honneur de la politique et tout l'honneur de ce qu'on doit faire en termes de politique écologique. Eh bien, Hervé Berville, on a envie de vous dire bon vent dans les voiles pour la suite. Merci et bonne journée. Merci. Merci messieurs, on retiendra, nous connaissons plus la Lune que les fonds marins, lutter contre l'exploitation minière des fonds marins, protéger la haute mer et reprendre l'exploration sous-marine. Merci à vous. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie d'Éric Nolot, auteur de La faute à Rousseau. À demain. À demain. Radio J, retrouvez le barbier.